Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour la troisième et dernière partie de notre entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koline-Makosso. Un entretien qui nous édifie sur l'action du gouvernement et son engagement à offrir le meilleur aux Congolais. Le Premier ministre nous présente au cours de cet échange fructueux le bilan à mi-parcours de son gouvernement 2 ans après sa prise de fonction. Nous abordons donc ce soir les 6 dernières batailles des 12 du programme d'action gouvernementale. Avec moi, comme vous le savez, Maxence Koumakaya et Albert Mionzokuta. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans paix et sécurité. Monsieur le Premier ministre, c'est votre 7e bataille, un volet très sensible qui suscite beaucoup d'interrogations au regard des problèmes qui se greffent autour, à savoir le grand banditisme, la stabilité dans le pool et bien d'autres situations. Je laisse le soin à Albert de vous poser la première question. Oui, Monsieur le Premier ministre, merci encore une fois. Paix et sécurité, vous dites que toutes les politiques que vous déclinez, que vous présentez, ne pourront se réaliser que dans la paix et la tranquillité des citoyens. Mais comment est-ce que vous entendez y arriver alors que le grand banditisme ne cesse chaque jour de nous rappeler qu'il est actif et qu'il est puissant quelque part? La paix et la sécurité commencent par la sécurité aux frontières. Il faut qu'on s'assure que nous sommes en paix avec nos voisins, de telle sorte que des conflits ne viennent pas troubler la paix et la sécurité à l'intérieur du territoire. Vous avez dû vous rendre compte de la multiplication de ces réunions mixtes pour garantir la sécurité aux frontières. Il n'y a qu'à voir autour de nous les conflits qu'il y a à travers le monde commencent d'abord par les conflits frontaliers. Et le Congo fait un effort important et nous l'avons intensifié ces dernières années en termes de sécurisation des frontières, où on a même vu le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation être en permanence au niveau des frontières avec le Gabon, tant dans la cuvette ouest que dans le Niari, avec la RDC, avec qui nous avons près de 1000 kilomètres de frontières, pour veiller à ce que nous ayons de bonnes conditions de vie pacifique avec les autres peuples. La paix et la sécurité, il y a la sécurité civile. Vous voyez l'implication de la sécurité civile avec d'importants moyens qui sont mis pour permettre aux citoyens de se sentir en sécurité, de se sentir secourus toutes les fois qu'ils sont en détresse. Parlons de secours, on ne manquera pas de relever le secours qui a été accordé à toutes les personnes blessées pendant les accidents ou d'autres situations difficiles, mais aussi quelque chose de très particulier dont on s'aperçoit très difficilement, l'assistance que les secouristes accordent aux personnes malades et aux femmes enceintes. Aujourd'hui, une femme enceinte dans un quartier reculé peut avoir recours aux services de la sécurité civile qui vont l'aider justement à partir de son lieu d'habitation jusqu'à l'hôpital. Ils vont même l'assister puisque la sécurité civile apporte un soutien psychologique aux malades après les avoir secourus. Et ce n'est pas pour rien que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a procédé au recrutement de 221 médecins formés à Cuba, et pour que justement ils soient mis à la disposition de la sécurité civile. La paix et la sécurité, il y a la sécurité publique, la lutte contre le grand banditisme. Nous avions dit et on avait pris l'engagement d'intensifier les patrouilles motorisées, pédestres dans la ville
pour garantir la sécurité des citoyens, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Parce qu'il arrive même que nos services de sécurité se déploient dans les quartiers, y compris dans des voitures banalisées, y compris dans des tenues civiles, pour assurer la sécurité des citoyens. Il est vrai que nous avons des actes sporadiques de violence et de grand banditisme, de criminalité. Et c'est l'occasion pour moi ici de partager la douleur qu'éprouvent les familles qui ont été victimes de tels actes perpétrés par des bandes, de quelque nature que ce soit. Quand je parle de ça, je pense bien évidemment à notre compatriote, notre sœur Anne Félicité Massamba Deba, qui a été abattue par des hommes non identifiés. Mais nous avons foi que, connaissant l'expertise et le professionnalisme de nos services judiciaires, tels qu'ils nous l'ont prouvé par le passé, ces personnes, auteurs de cet acte crapuleux, seront recherchées, identifiées, arrêtées et mises à la disposition de la justice pour être jugées conformément à la loi. Comment faire pour éviter que nous ayons un nombre impressionnant de ces délinquants, de ces jeunes qui sèment la terreur? Il faut vaincre le mal à la racine. Il faut les encadrer. Il y a une démission des parents, une démission de l'État, je peux le confesser, mais une démission de la société de son ensemble, pour qu'on se retrouve avec des enfants. Ça a commencé par un décrochage scolaire, certainement, et puis parfois, qui semble-t-il sont à l'école, mais qui ont des difficultés scolaires, qui sont en passe de subir l'échec scolaire, et qui ne supportent pas, étant en difficulté scolaire, de se retrouver avec leurs condisciples qui, eux, sont peut-être plus concentrés dans les études. Et le fait que, du fait de leur comportement, de leur échec imminent, ils ne se retrouvent pas dans cet environnement scolaire, ils introduisent la violence en milieu scolaire et ça se traduit par les actes que nous connaissons. Et vous avez vu qu'à ce niveau, dans plusieurs établissements scolaires, on a installé des postes avancés de sécurité pour prévenir les violences. Vous remarquerez que dans certains établissements scolaires à grande affluence, du secondaire notamment, autour, vous aurez toujours un dispositif de sécurité, surtout aux heures de fin de cours, pour prévenir ces violences. Nous sommes en train de travailler pour installer ces jeunes en difficulté, ces jeunes en conflit avec la loi, au centre de Madingu, qui va servir désormais de centre transitoire pour accueillir d'ici là près de 200 jeunes. Les conditions sont réunies. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Emploi, de la formation qualifiante est en train de travailler. Vous avez dû le voir multiplier des tours après que nous-mêmes sommes allés à Madingu, à Aubeville et à Pokanya pour nous assurer des conditions d'accueil, d'hébergement, de réinsertion et de rééducation des jeunes en difficulté. Ces jeunes ont été identifiés. Ceux qui sont dans les commissariats, ceux qui sont à la maison d'arrêt vont être pris, hébergés là-bas, bénéficier, comme nous l'avions dit lors de la présentation du programme d'action gouvernement devant les députés à l'Assemblée. Ils vont bénéficier d'un encadrement moral, psychologique, social, scolaire aussi, bien sûr, et puis une formation au métier pour les convertir dans la vie normale. Donc, c'est ce grand programme qui est fait en termes de lutte contre le grand banditisme, en termes de lutte contre la délinquance juvénile. Donc, l'insécurité urbaine est un problème sérieux, mais il y a aussi, je ne sais pas si on peut qualifier ça de politique, un des points de fixation de l'insécurité dans la République, c'est aussi la rébellion lancée par
Ntoumi dans le pôle. Le 8 juin dernier, vous deviez superviser le lancement du DDR à Kinkala. Vous y avez renoncé parce que Monsieur Frédéric Binsamo, alias Ntoumi, avait dit que tant que son statut ne serait pas discuté ou reconnu, rien ne se ferait. Deux questions en une. Frédéric Binsamo, donc le pasteur Ntoumi, qu'est-ce qu'il représente pour la République? C'est un obstacle, c'est un allié, on ne comprend pas très bien de quelle manière il peut gêner l'action de tout un gouvernement, toute une République. Bon, je dois déjà dire que je n'ai jamais eu une telle revendication. Mais vous avez renoncé Nous avons renoncé pour autre chose. Nous avons simplement reporté pour circoncire davantage la question. Nous avons un peu de ressources. On se dit, il faut intégrer ça dans un programme global de relèvement. C'est ce qu'on a pris comme option avec le PNUD. Mais avions-nous la ressource suffisante pour que lorsque nous démarrons le programme global de relèvement, qu'il ne s'arrête pas? Parce qu'il faut éviter de commencer quelque chose et au bout de 3-4 mois, ça s'est arrêté. Voilà. Et en même temps, ces ex-miliciens qui attendaient peut-être une certaine compensation selon l'accord de paix qui avait été signé en amont, est-ce qu'on les a suffisamment préparés pour qu'ils comprennent que désormais, leur insertion passe par le programme que nous étions en train de faire? On a voulu simplement prendre davantage de précautions dans ce sens. Parce qu'il fallait éviter de penser résoudre un problème et puis en provoquer un autre. Donc là aussi, il faut attendre. Non, nous sommes en train de travailler. Nous avons prévu justement une réunion interministérielle avec les partenaires. Et lorsque nous aurons fait le point de tout cela, nous sommes accompagnés par le PNUD, mais le PNUD n'est pas le seul partenaire. Tous ceux qui doivent participer au processus, quels sont leurs engagements? Est-ce que ces engagements sont déjà tenus? Est-ce que on est sûr effectivement de les tenir pour que le processus ne puisse pas avoir dès son démarrage du plomb dans l'aile? À vous entendre, Monsieur le Premier ministre, on dirait qu'il n'y a pas de problème insurmontable pour vous. Tout va se faire dans les 2 ans qui viennent, dans l'année qui vient, dans les perspectives gouvernementales. On dirait que tout est négociable, tout est faisable. Mais tout est faisable, il suffit justement qu'on sache négocier. Tout se négocie dans la vie. Voilà. Mais il n'y a pas de problème insurmontable pour les humains. Le développement ne peut pas être vraiment impossible pour des humains. Toute la lucidité que nous avons, les bras, les forces, les ressources que nous avons dans notre vie, les ressources humaines, morales, spirituelles, physiques, naturelles, comment peut-on penser que nous puissions être dans une situation où nous nous retrouvions face à un obstacle infranchissable, à une situation insoluble? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas de cet acabit pessimiste. Nous avons l'avantage d'avoir un homme d'État clairvoyant qui a une parfaite connaissance des choses et des hommes et qui nous gère bien jusqu'aujourd'hui. À preuve, parlons de la paix et de la sécurité, il est appelé apôtre de la paix. Et ce n'est pas des attributs comme ça. C'est parce que les Congolais ont eu le temps d'expérimenter sa pratique d'homme de paix, d'apôtre de la paix. Ce n'est pas dit au hasard. Et on le voit prêcher et construire la paix, y compris au-delà des frontières de son pays. Donc, je pense que le Congo ne peut pas avoir un homme d'État de la carrure, du tempérament, de l'engagement du président Denis Sassou Nguesso et être pessimiste sur la consolidation de la paix dans son pays. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que mais être pessimiste sur le développement de ce pays, ce n'est pas possible.
C'était la 7e bataille. Voilà, nous allons donc à présent passer au volet suivant qui concerne donc la démocratie. La démocratie, c'est donc votre 8e bataille, Monsieur le Premier ministre. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une démocratie consensuelle. Après donc les élections présidentielles de 2021, suivies des législatives et locales de 2022, le processus démocratique en République du Congo, on peut le dire sans risque de se tromper, que jouit d'une très bonne santé. Mais il y a quand même des problèmes au niveau du fond, parce que la forme, l'organisation, tout va bien. Mais au niveau du fond, parce qu'on a remarqué durant ces dernières élections que la plupart des candidats du parti au pouvoir ont eu des suffrages à 100%. Est-ce que cela est une expression démocratique dans un État aussi démocratique que le Congo? Et aussi, on a remarqué l'absence très remarquable de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Premier ministre? Mais je ne sais pas. Je ne peux pas, moi, parler à la place des électeurs. Si les électeurs ont pensé faire porter leur suffrage au candidat d'un des partis, ben, ce n'est pas au Premier ministre de savoir pourquoi. Mais ce que j'ai envie de dire, si à 100% pour un candidat, ce qui revient à dire qu'il n'a pas eu de concurrent. Parce que s'il a eu ne serait-ce qu'un concurrent, la voix de ce concurrent, qui voterait nécessairement pour lui-même, diminuerait le pourcentage. Et tout le monde a voté, il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu de morts. Vous faites très bien de poser cette question parce que je pense que nous nous trompons souvent sur le mode de calcul des suffrages. Il y a des inscrits. Ils sont 1000 inscrits, par exemple, dans une circonscription. Il y a 800 qui ont participé au vote. Ce qui revient à dire que les 200 autres se sont abstenus. On ne les comptera pas pour le suffrage exprimé en faveur du candidat. On le comptera pour le taux d'abstention. Ils étaient 1000, 800 se sont présentés, 200 non. On dira donc taux de participation 80%. Maintenant, pour les 80% qui ont participé au vote, combien de bulletins nuls? Ils sont 10 bulletins nuls. OK? On les retire. Combien de suffrages exprimés? Parce que le bulletin nul, ça veut dire qu'il n'a pas voulu s'exprimer. Ah, moi, ni l'un ni l'autre. Ah, moi, je suis venu juste accomplir mon devoir civique, mais je ne choisis personne. On les retire. Il nous reste 70. Si 70 ont accepté de s'exprimer, il y a un candidat unique. Nécessairement, il s'exprimera en faveur du candidat unique. De les 100%. Tout comme ça peut être une candidature multiple, vous allez dans un département, ça peut même être la présidentielle, vous allez dans un département, vous êtes candidat, mais vous n'avez jamais mis pied dans ce département. Donc les électeurs là-bas ne vous connaissent pas. Pourquoi voulez-vous que ces électeurs votent pour vous? Voilà. Parfois, vous n'avez même personne pour vous représenter. Ou bien vous arrivez la veille. Vous choisissez juste des gens comme ça pour vous représenter dans les bureaux de vote. Mais quelle garantie avez-vous que ces gens que vous avez choisis, ils vont voter pour vous? Non. Et vous êtes surpris? Non. On a voté le président Denis Sassou Nguesso à 100% dans telle localité. Mais bien sûr. Mais parce que dans cette localité, ils ne connaissent certainement que Denis Sassou Nguesso. Ils ne connaissent pas les autres candidats. On peut être une vingtaine, mais on est parfois juste des candidats pour la forme, parfois. On n'a jamais visité, on n'a jamais fait le tour du pays, on n'a jamais battu campagne, on n'a jamais été dans tel département. Voilà. Donc, je pense que tant dans l'organisation des élections que dans l'animation des partis politiques, on peut dire que la démocratie
est relativement parfaite dans notre pays. On n'a pas beaucoup de choses à reprocher. Mais ces partis politiques, surtout ceux de l'opposition, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, est-ce que la cause n'est pas du PCT qui a gagné vraiment du terrain, qui peut-être essaie de mettre des stratégies en place pour réduire au silence l'opposition? Je ne sais pas pourquoi le PCT mettrait des stratégies pour... vous savez, il y a des choses qui sont tout à fait naturelles. Même lorsque le PCT était au pire de sa forme, après avoir été conspué, diabolisé à la conférence nationale, mais il n'était pas 10e. Il était 3e à l'élection présidentielle. Il était 3e au Parlement, diabolisé. Donc il était déjà au-dessus de certains partis qui pensaient l'avoir écrasé. Combien de fois, au moment où le PCT a reconstitué ses forces, il faut se poser la question. Si déjà il n'a pas pu être parmi les derniers partis au moment où il a été diabolisé, combien de fois, au moment où les gens se sont rendus compte qu'il s'était trompé en 91 et en 92? Comment peut-on douter de ce que ce parti au pouvoir puisse se renforcer davantage pour conquérir pratiquement tout l'espace politique national? Monsieur le Premier ministre, vous parlez de démocratie consensuelle. Il est curieux de voir quand même que le Congo entre aussi dans cette spirale devenue pratiquement africaine de élections, contestations et donc désordre dans la première année du mandat du vainqueur jusqu'à un apaisement par soi qui finit par revenir ou ramener à la norme et à l'essentiel. Pourquoi est-ce que la classe politique dont vous êtes membre se plaît comme cela à dire oui, bravo, allons aux élections, et puis après, il y a aujourd'hui des partis politiques ou des leaders politiques qui n'ont toujours pas reconnu la victoire du président actuel? Mais pas qu'au Congo, pas qu'en Afrique. Aux États-Unis, depuis pratiquement 2001, seulement. Non, depuis 2001, on va toujours de contestation en contestation. Voilà, de contestation en contestation. Et jusqu'à très récemment. Alors, inspirons-nous des bons exemples alors. Quels sont les bons exemples? Simplement parce que je ne dois pas me gêner de le dire, et c'est pour cette raison que vous avez raison de penser que l'élite devrait y réfléchir. Je suis de moins en moins convaincu que les populations de tous les pays croient encore à l'élection comme mode idéal de sélection des dirigeants. Je commence à être de moins en moins convaincu. C'est pour cette raison, partout dans le monde, vous avez un fort taux d'abstention. Partout, vous avez un fort taux d'abstention. Il y a comme un désintérêt des populations sur le vote, sur l'élection. Et c'est pour cette raison que les politiques qui ont compris, comme l'avait dit Churchill, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Maintenant que l'on a compris, c'est-à-dire pour nous qui avons compris que nous n'avons pas intérêt à refaire marche arrière, allons avec la démocratie. Parce que c'est ce qui nous paraît, même si ce n'est pas idéal, mais c'est ce qui nous paraît le plus optimal pour nous départager. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du financement des partis politiques, le dossier a évolué? Est-ce que ce n'est pas cela la cause du silence, sinon de la disparition de certains partis? La loi sur le financement des partis politiques est exécutée normalement. Les partis qui sont représentés au Parlement bénéficient de leur financement, quand bien même il peut y avoir des retards. Mais je pense que ces partis sont financés. Les partis qui ne bénéficient pas de financement, ce sont les partis qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas d'élus, même pas au niveau local. On part du principe que si un parti
n'arrive pas à se faire élire, même pas au niveau local, sur des collectivités locales. Quelle est la valeur accordée à ce parti? Mais dans la culture qui est la nôtre, la grandeur du président de la République et l'esprit du consensus qui nous caractérise, tout ça fait que nous soyons toujours obligés d'accorder une oreille attentive, de faire preuve de compréhension, de tolérance à l'égard de ces partis qui ne sont représentés nulle part, mais qui doivent s'exprimer par respect que nous avons pour les compatriotes qui les animent. Concertation politique, justement, Monsieur le Premier ministre, il y en a beaucoup eu au Congo. La dernière, c'est celle de Wando l'année dernière. Qu'en est-il des recommandations de ces concertations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer de ce que c'est pris en compte, puisqu'on a une échéance qui pointe à l'horizon, les sénatoriales? C'est vrai que ce n'est pas une élection à suffrage direct comme les autres, mais est-ce que vous tenez quand même compte aujourd'hui des conclusions de ces concertations? Parce que la remarque est faite que ce n'est pas pris en compte. Et puis, quand on organise les élections, les mêmes problèmes reviennent. Ah non, c'est souvent pris en compte. C'est souvent pris en compte. On n'est que sur une question qui a tardé à être mise en œuvre. C'était la biométrie. Voilà. Mais puisque les raisons qui ont conduit à retarder le processus sont en train d'être prises en compte en ce moment, à commencer par le recensement général de la population et de l'habitation. Je pense que nous sommes en train d'aller vers le processus de la biométrie dans notre pays. On est toujours souvent incompris parce que ça prend du temps. Et c'est pour cette raison que les partis, lorsque nous nous retrouvons pendant les concertations, ils réalisent eux-mêmes la difficulté et finissent par intégrer la démarche que nous retenons de façon consensuelle, en espérant qu'on y arrivera un jour, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Recensement général de la population de l'habitation, justement, il y en a eu, le dernier recensement vient d'avoir lieu. Nous saluons en tout cas ce qui a été fait parce que on a vu, sous votre conduite, comment le gouvernement s'est déployé pour la réussite de cette opération, mais on a quand même des plaintes sur le fait que tout le monde n'a pas été enrôlé. Pourquoi cette défaillance? Sans doute qu'il faut simplement comprendre que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais nous avons aussi reçu des retours que certaines populations n'ont pas voulu se faire enrôler au moment où il fallait le faire. Et on a dû proroger la période de recensement. Donc, on attend de faire toute l'évaluation pour s'assurer le taux de recensement. Et à partir de ce moment, on avisera. Mais nous pensons quand même que le travail a été assez effectif. Je pense que nous concluons sur ce point qui concerne la 8e bataille sur la démocratie consensuelle. Nous passons. À ce sujet, je peux simplement dire que les engagements qui étaient pris par le Premier ministre consistaient à veiller à ce que les échéances électorales se déroulent dans la paix, dans l'intégrité, dans le consensus, comme s'était déroulée l'élection présidentielle. On peut dire que les élections législatives et locales que nous avons eues en 2022 ont consacré cette dynamique de paix, de consensus. Après la concertation de Wando, les résultats qui ont été publiés, les réclamations qui ont été faites, les décisions de la Cour constitutionnelle ont invalidé certains candidats, y compris ceux du parti au pouvoir. Je ne sais pas si on pouvait avoir des preuves de transparence et d'intégrité du scrutin que celles que nous avons offertes à la suite des élections législatives et locales de 2022. Voilà. Je pense que les choses se sont passées normales. Nous avions mis en place, comme nous l'avions demandé, un haut commissariat à la réforme de la gouvernance électorale. Une réflexion est en train d'être conduite et c'est pour cette raison qu'on peut dire que cette action n'est pas encore conduite à son terme parce que la réforme
qui a été initié n'est pas encore rendu public, voilà, mais on peut penser que pour les engagements pris dans le cadre de la démocratie consensuelle, sont des engagements qui sont presque tenus. C'était la 8e bataille. La diplomatie, c'est donc votre 9e bataille. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une diplomatie ambitieuse. Et cette diplomatie au Congo est conduite en premier lieu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec ses actions salutaires et reconnues au niveau mondial et au niveau du gouvernement par 2 ministères, celui des Affaires étrangères et celui de la coopération internationale. Albert. Alors, diplomatie ambitieuse, nous sommes aujourd'hui en pleine crise de l'Ukraine. L'Ukraine face à la Russie ou l'inverse, la Russie face à l'Ukraine, 2 pays amis. On a l'impression que ce conflit gêne le Congo, que nous avons de la difficulté à exprimer notre adhérence aux principes cardinaux de la souveraineté des États et finalement, en fonction de cela, de déterminer aussi ou de dire clairement qui a raison, qui a tort. Mais ce n'est pas le rôle du Congo de juger de prendre qui a position. raison, qui a tort. À l'ONU, nous nous sommes abstenus. Si nous avons pris position, nous nous sommes abstenus. Oui. Pour 2 raisons. Parce que telle a toujours été la ligne politique du Congo depuis l'indépendance, en respectant les principes qui ont présidé à la création de l'Organisation des Nations Unies. La souveraineté, vous venez de le dire, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la recherche permanente de la paix. Le Congo a toujours pensé que quel que soit le conflit, le recours à la décision ultime de la force ne doit être envisagé que lorsque toutes les actions concourant à la recherche de la paix, au règlement pacifique du différend, ont été mises en œuvre et ont échoué. Nous étions au début d'une crise. Nous devons être fidèles à la ligne politique, la ligne diplomatique qui est la nôtre. Il n'était pas question à ce moment de choisir un camp parce que, et c'est la seconde raison, la stigmatisation par le choix d'un camp sur l'autre en disant que tel pays est auteur ou coupable de ceci ou de cela pourrait retarder le processus de négociation de paix par des moyens pacifiques. Donc, c'est cette position simplement que le Congo a toujours affichée dans tous les conflits et il ne pouvait pas en être autrement dans le cas du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc, je crois que le président de la République, qui détermine et conduit la politique étrangère, qui a une certaine expérience de la gestion de ça, lorsqu'il avait pensé que ce n'était pas nécessaire que le Congo se positionne dans ce conflit en choisissant un camp et
condamnant l'autre. Monsieur le Premier ministre, l'on assiste ces derniers temps à une dynamique assez forte entre le Congo et la Côte d'Ivoire, notamment avec le récent voyage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a été même honoré à être aujourd'hui citoyen d'honneur d'Abidjan, avec tous les apparats qui vont avec. C'est quoi l'intérêt pour le Congo d'avoir un chef d'État qui est aujourd'hui citoyen d'honneur d'un pays frère, et puis pourquoi ces baptêmes qu'il a reçus, parce qu'on a appris que désormais, en Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso s'appellera Sagou. C'est quoi toutes ces significations? Mais la reconnaissance de l'action diplomatique d'un homme de grande dimension et de l'action qu'il a entreprise en faveur de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que courant les années 2000 jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles. Et la République du Congo, en 2006 par exemple, le président Denis Sassou Nguesso est présent en exercice de l'Union africaine. L'action entreprise par Denis Sassou Nguesso en faveur de la Côte d'Ivoire, y compris même par son épouse, à l'époque présidente de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Sagoumbie. Sagoumbie, en Côte d'Ivoire, on l'appelle. La première dame. Ah bon, merci, vous me le dites. Donc, au regard de tout cet investissement, aucun peuple ne peut rester indifférent. Le peuple de la Côte d'Ivoire, de génération en génération, reconnaîtra que le président Denis Sassou Nguesso est le premier président africain à avoir été élevé à la dignité de Grand Croix par la Côte d'Ivoire. Et cherchons à savoir pourquoi. C'est comme ça qu'on crée l'histoire. Le fait déjà de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont chercher à découvrir ce que Denis Sassou Nguesso a fait pour la Côte d'Ivoire. Et ils apprendront à être reconnaissants, non pas seulement à l'endroit de Denis Sassou Nguesso, mais à l'endroit du peuple congolais. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une forte admiration du peuple frère de l'Angola, du peuple frère de l'Afrique du Sud, du peuple frère de la Namibie. Pourquoi? Pour ce que nos dirigeants ont fait en faveur de ce peuple. Pour le travail accompli par Denis Sassou Nguesso depuis les années 80 pour parvenir à la fin de l'apartheid, pour parvenir à l'indépendance de certains pays comme la Namibie. Voilà. Donc, comment on traduit cela pour que ça puisse être transmis de génération en génération? C'est par des symboles de ce genre, des actes de ce genre. Voyez-vous, on n'aurait pas décoré ainsi le président de la République. On ne l'aurait pas consacré citoyen d'honneur d'Abidjan, que même vous, ses compatriotes, n'aurez pas su quel a été son niveau d'investissement dans le processus de développement et de la paix de la Côte d'Ivoire. Ce sont donc des symboles forts. Et ceux qui ont posé ces symboles, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Si nous ne pouvons pas reconnaître le niveau d'investissement du président Denis Sassou Nguesso dans la recherche de la paix à travers le monde et pour le continent, voyez, la reconnaissance peut venir d'ailleurs et c'est ce qui est fait. Récemment, on a assisté à la visite du président français ici à Brazzaville, Emmanuel Macron. Quelques mois plus tard, quelles sont les retombées de cette visite au niveau de notre pays? Le président Emmanuel Macron et le président Denis Sassou Nguesso ont remis au goût du jour le rôle capital joué par Brazzaville pour la liberté de la France. Ils ont donc tous les deux exprimé leur convergence de vues dans la nécessité de relancer la coopération dans le domaine de la culture patrimoniale et mémorielle, qui permettra aux générations futures de ne jamais oublier le rôle qu'a joué Brazzaville pour la liberté de la France. Le premier symbole, c'est la réhabilitation du CEFRAD, là où le président de Gaulle a présidé la conférence de Brazzaville en 1944. Dans cette valorisation, dans cette promotion du patrimoine culturel et mémoriel, il y a l'itinéraire
qui permet la réhabilitation de Sainte-Anne, de la place du stade Félix Éboué, réhabiliter le square Charles de Gaulle, constituer donc une forme d'itinéraire mémoriel et touristique pour que de génération en génération, on se souvienne du rôle joué par Brazzaville, du rôle joué par le peuple congolais. Et l'impact pour le Congolais lambda, le Congolais La reconstitution déjà de la mémoire, le développement touristique. Aujourd'hui, une délégation d'experts a été mandatée par les autorités françaises pour commencer à réaliser les études et mettre en œuvre tous ces engagements. Voilà. En termes de diplomatie culturelle, je vous avais dit dans le programme d'action du gouvernement, à part la diplomatie pure, qui est du domaine du président, nous avons à travailler pour la valorisation, la promotion de la diplomatie économique et de la diplomatie culturelle. En termes de diplomatie culturelle, c'est une grande action qui est en train de se mener sous nos yeux au travers du dernier voyage du président Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, la reconnaissance culturelle dans cette diplomatie ambitieuse ne remonte pas de Chirac et Denis Sassou Nguesso ou de Macron et Denis Sassou Nguesso. Ça va beaucoup plus loin dans les années 1800-1880. Je parlais de Brazza et du roi Makoko Ilo Ier. Est-ce que les Français... Mais c'est pour cette raison que l'engagement des deux chefs d'État devrait permettre aux historiens de réhabiliter la mémoire et aux équipes de faire en sorte que, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, que nos jeunes connaissent l'histoire de nos deux pays. On peut donc conclure par tous ces éléments que la diplomatie congolaise est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie, et comme l'est la diplomatie économique, tel que vous voyez effectivement se déployer le ministre en charge de la coopération et des partenariats publics-privés, mais parce que nous avons compris que la diplomatie ne doit plus être seulement représentative, comme c'était la diplomatie traditionnelle. La diplomatie doit être désormais coopérative, et la coopération passe par le développement des accords économiques. Et depuis 2021, nous avons multiplié les commissions mixtes, y compris avec des pays. Nous étions en relation parfaite depuis des décennies, mais sans tenir une commission mixte. Vous voyez le ministre de la Coopération, en charge du partenariat public-privé, réactiver les commissions mixtes, à part le rôle que ces commissions jouent dans l'économie. Mais il y a aussi que ça apaise les relations entre les États. Vous avez un pays comme le Gabon, qui est tout près de nous. Il n'y a pas eu de commission mixte depuis plus d'une trentaine d'années. À quel moment vous pouvez vous assurer mutuellement de la convergence de vues ou du caractère sain de vos relations? Vous risquez de passer votre temps à vous regarder en chien de faïence, l'en pensant que l'autre peut être un élément de déstabilisation pour son pays. Vous avez vu le ministre de la Coopération, le ministre des Affaires étrangères, être décoré en Côte d'Ivoire. J'ai vu les Congolais s'en émouvoir. Oui, mais comment c'est? Mais le ministre de la Coopération est celui qui a réactivé la commission mixte entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Et les autres qui comprennent l'importance de ces commissions dans la coexistence pacifique, dans les relations apaisées entre États, dans le développement des relations apaisées et économiques entre les États, ont tenu à remercier la diplomatie congolaise pour ça. Ce qui amène les autorités ivoiriennes à saluer le travail abattu par nos ministres de la diplomatie, tant la diplomatie représentative que la diplomatie coopérative, la diplomatie économique. Et c'est important. On a signé, dans le cadre de cette diplomatie économique, des accords. La protection des investissements. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Il y a des pays qui ont parfois besoin de venir investir au Congo pour la sécurité de leurs investissements. Il faut rassurer les investisseurs. Et on les rassure par cette coopération, diplomatie économique,
il faut attirer les investisseurs. Comment les attirer? Il faut organiser des roadshows, parcourir ces pays, organiser des roadshows, montrer que nous avons d'importantes opportunités au Congo. Il faut que les gens viennent les exploiter pour la prospérité de leurs affaires. Et nous avons fait adopter la loi sur le partenariat public-privé. C'est une grande révolution parce que, on ne le dira jamais assez, nous investissons beaucoup avec nos ressources ou avec notre endettement, avec l'endettement. Vous voyez, demain, avec la loi sur le partenariat public-privé, on va avoir de nouvelles des infrastructures, mais ce n'est pas l'État qui aura sorti de l'argent, c'est un particulier. Le PND doit être financé à hauteur de 8 000 milliards de francs CFA, 8 000 milliards de francs CFA, dont 2 000 milliards, par exemple, doivent être faits en partenariat public-privé, parce que nous-mêmes ne serons pas à mesure de financer. On peut donc anticiper avec les partenaires privés pour que certains projets qui étaient prévus dans le cadre du PND soient financés par le biais du partenariat public-privé. Et donc tout ça, c'est la diplomatie économique. On peut dire qu'elle est en marche. Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour tous ces éléments mis à notre disposition concernant notre diplomatie. Au sujet de cette 9e bataille, en dehors de la diplomatie économique à laquelle nous faisons allusion, il y a une attention accordée aux Congolais de l'étranger. Alors, à ce sujet, il vous souviendra que nous avons 2 engagements. Le premier engagement consistait à accorder une attention particulière à nos compatriotes de la diaspora. Et le deuxième engagement, le second engagement à ce niveau, qui n'est pas encore exécuté, consistait à évaluer l'apport de la diaspora sur effectivement le PIB du Congo. Mais il y a déjà un des engagements qui est très avancé, qui est presque exécuté, c'est l'assistance que nous accordons aux Congolais de la diaspora. On ne se rend peut-être pas compte, quand je parle de l'autorité de l'État, quand j'assimile l'autorité de l'État à la présence de l'État, à l'implication du gouvernement, toutes les fois que des compatriotes se trouvent en difficulté, je fais allusion, par exemple, au travail remarquable réalisé par nos acteurs des affaires étrangères, le ministère des Congolais de l'étranger, avec tous ses services et les ambassades, lorsque nos compatriotes étaient en difficulté dès le déclenchement du conflit russo-ukrainien. On ne s'en est pas rendu compte. Imaginez un seul instant ces compatriotes qui sont entre les feux en Ukraine ou en Russie et qui bénéficient d'un couloir qui les amène hors des zones de conflit, qui arrivent quand ils sortent de l'Ukraine. Ils franchissent la frontière, le territoire polonais, et tout de suite, ou peu avant même de franchir la frontière, ils voient déployer un drapeau vert, jaune, rouge, le drapeau du Congo. Est-ce que vous pouvez imaginer comment peuvent se sentir nos compatriotes en difficulté à une période de ce genre? Le drapeau est déployé, c'est le consul, c'est les agents de l'ambassade qui se présentent à eux pour leur dire « Si vous êtes Congolais, venez avec nous ». Ils sont tout de suite rassurés. C'est ça l'autorité de l'État. C'est ça la présence d'État. C'est ça l'attention que nous devons accorder à nos compatriotes vivant à l'étranger. Ils sont pris. Près de 450 ont été tout de suite accueillis à la frontière, conduits dans un hôtel aux frais du Congo. Et nous les avons assistés jusqu'à ce qu'ils ont réintégré les familles où ils ont pu s'organiser autrement. Donc, voilà l'attention que nous accordons aux Congolais d'étrangers. Comme aujourd'hui, nous suivons de près la situation de nos compatriotes qui sont en Russie, les étudiants qui sont partout, ils sont listés. On peut vous dire combien sont dans telle ville, combien sont dans telle autre ville, et ainsi de suite. Et l'ambassade est en relation permanente avec les familles et même avec, parce qu'ils sont parfois organisés en communauté, les responsables de ces communautés dans différentes villes. C'est la même situation à Dakar, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. On a mis en place des centres pour la confection des passeports, pour que nos compatriotes ne soient plus obligés de revenir au Congo pour se faire établir un passeport, ou encore qu'ils soient dans des pays d'accueil sans passeport. Donc,
Une attention particulière est accordée aux Congolais de l'étranger. Nous avons mis en place, il vous souviendra qu'en novembre 2021, le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi avait organisé un forum pour le recrutement et l'emploi des Congolais à l'étranger. Et il avait été décidé lors de ce forum qu'il était question de mettre une sorte de centre d'information et d'orientation. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes en train d'installer un centre d'information et d'orientation à Paris qui pourrait permettre justement aux entreprises désireuses de recruter des compétences à l'extérieur de se rapprocher de ce centre, et aux compatriotes qui voudraient bien effectivement faire valoir leurs talents, leurs compétences, de se faire enrôler et de présenter leur CV. Donc, nos compatriotes à l'étranger bénéficient d'une attention telle que cela a été prévu d'ailleurs dans la Constitution. Nous les avons associés dans l'organisation des États généraux, ce n'est pas rien. Nous les associons dans un certain nombre de réflexions. Nous pensons que ce que nous faisons en France se fait à Dakar, se fait en Afrique du Sud et pourrait d'ailleurs s'intensifier. C'était la 9e bataille. Nous allons, si vous le permettez, passer à la 10e bataille. Il n'y a pas d'avenir prospère pour le Congo sans un environnement sain et sans développement durable. Nous avons en tête le sommet des 3 bassins qui est en phase des préparatifs. Nous avons la récente visite du président de la République en France, où il a pris part à la rencontre de haut niveau sur ces questions-là. Et nous avons plein d'autres questions qui concernent donc ce domaine. Oui, la voix du Congo est portée haut sur la question de l'environnement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et bien entendu relayée par le gouvernement avec l'engagement, l'action déterminante menée par le ministre en charge de l'environnement, vous la voyez, sur tous les fronts, pour défendre le climat, pour défendre l'environnement. Nous avons une action importante. Je vois même, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, lorsque les chefs d'État se sont retrouvés en France pour le sommet sur le nouvel accord financier mondial, le message du président est relayé par ses pairs. Nous avons suivi le président sud-africain, nous avons suivi le président Lula, relayer le message du président de la République sur les énergies renouvelables, sur le déficit énergétique dans les pays africains et sur l'architecture financière internationale, mais aussi de redéfinir d'autres modes de partenariat qui nous amèneraient désormais de l'aide publique au développement à un partenariat pour le développement mondial, de sorte que ceux qui sont les grands pollueurs acceptent de soutenir les pays qui préservent l'écosystème forestier, qui préservent la biodiversité, les soutenir pour le développement de leur pays, en échange de quoi nous continuerons justement à préserver cet écosystème pour le bien de l'humanité. Donc, il y a un message important du Congo qui est écouté. Ce même message, le président l'a encore porté
parce que nous parlons de l'organisation du sommet des 3 bassins en octobre, dans quelques mois, y compris le Brésil, s'agissant du bassin de l'Amazonie, qui a adhéré à la démarche du président Denis Sassou Nguesso. Et on peut dire que, tel que nous l'avions dit, accompagner le président dans ses efforts de champion de la défense de l'environnement, de la défense du climat, le gouvernement, aux côtés du président de la République, joue son rôle. Et nous pensons qu'il s'agit là aussi des engagements que nous avons pris, qui sont presque acquis, sinon pour certains d'autres, en cours d'acquisition. Nous avons adopté une abondante législation et beaucoup de textes pour interdire la fabrication, l'importation de plastique dans notre pays, et ça, vous le savez. On est parmi l'un des rares pays à l'avoir fait. Et on voit bien qu'il y en a de moins en moins. Et vous nous avez vu encore mener une campagne de sensibilisation, de lutte contre le plastique il y a une semaine. C'est parce que nous continuons à laisser. Il nous faut sensibiliser les populations que le plastique est un élément dangereux parce que ça détruit tout notre environnement. Nous sommes en train aussi de nous engager fortement dans une politique environnementale, je dirais presque agressive, mais qui ne parle pas encore de la transition énergétique. Nous continuons à utiliser l'essence, le carburant le plus populaire chez nous, et nous ne faisons pas encore le premier pas vers les énergies vertes. Je pense que la création d'un centre d'excellence pour les énergies renouvelables à Oyo est une réponse à la préoccupation qui est la vôtre. Voilà. Parce que avoir construit un tel centre suppose qu'on est très engagé dans la recherche et la valorisation des énergies renouvelables dans un pays qui a le soleil, qui a le vent, qui a l'eau et qui peut effectivement travailler efficacement pour faire de la promotion des énergies vertes, des énergies renouvelables. On ne peut pas dire que nous n'y travaillons pas suffisamment, sinon on n'aurait pas investi autant d'argent dans la construction d'un centre qui a été reconnu et qui va être accompagné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Donc, c'est déjà important. On ne peut pas penser que nous ne travaillons pas dans les énergies propres quand nous avons vu le président de la République aller poser la première pierre de la construction d'une usine de traitement et de liquéfaction de gaz, sachant que c'est ce gaz-là qui pourrait être désormais exporté pour servir d'énergie pour les pays occidentaux. Monsieur le Premier ministre, nous sommes au sein du bassin du Congo. Nous avons la chance de baigner sur le fleuve Congo, qui est un potentiel énorme pour notre économie. Mais il se trouve que ce fleuve Congo ne remplit plus trop bien son rôle en termes de navigation des personnes et des biens, parce qu'envahi par des bancs de sable. Et cette situation dure déjà plusieurs années. Est-ce que vous avez une politique pour y remédier? Un accord en partenariat public-privé a été conclu avec une entreprise qui se chargera désormais du dragage en permanence du fleuve. Et vous avez vu le ministre des Voies navigables venir du Japon. La clé des projets de partenariat pour des sociétés qui devraient nous favoriser la navigabilité sur le fleuve. C'était la 10e bataille. Nous allons donc passer, Monsieur le Premier ministre, à la 11e bataille. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective.
un symbole marquant dans votre gouvernement, a responsabilisé un ministre qui vient d'arriver, donc qui se charge de la décentralisation. Ça marque une volonté pour vous de vous concentrer, de donner plus de lumière dans ce domaine de décentralisation qui demande beaucoup d'implications. Alors, nous posons des questions sur le fait que ce projet sur la décentralisation du Congo a été mis en place il y a beaucoup d'années, mais on a l'impression que ça ne décolle pas. Même avec des projets assez prometteurs, rien ne semble s'enraciner. Qu'est-ce qui se passe? La décentralisation est un processus. Pour des pays qui se disent être aujourd'hui très avancés en la matière, cela a pris des siècles, madame, soyez rassurée. Bon, nous, on n'attendra pas que ça prenne des siècles. On ne peut pas non plus dire que la décentralisation a du plomb dans l'aile, non? Nous avons des collectivités locales dans tous les départements, on en a même encore un peu plus. On en a créé d'autres, des communes, des instances élues. C'est ça le premier pas, ça commence par là. Et on peut dire que plusieurs collectivités locales ont été créées et c'est important. Nous avons le transfert de compétences dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'entretien routier, dans le domaine de la santé, et c'est les compétences aux collectivités locales, une fois totalement montreront effectivement que la décentralisation est effective, garantira une meilleure gestion des enfants. Et ces collectivités seront dotées aussi des moyens conséquents. Parce que le transfert de compétences doit être de ressources. Nous avons commencé à envisager ce pour 2023. Nous pensons que là aussi, elles auront qui sont. N'oubliez pas toujours le contexte dans lequel nous sommes en train de mettre en œuvre toutes ces politiques. Nous sommes dans une période voit nos budgets totalement resserrés. Donc, on ne s'attend pas à ce que les collectivités locales aient de ressources très abondantes pour gérer les affaires locales. Nous partageons les mêmes ressources que nous avons puisqu'elles viennent encore du centre. Il reviendra aux instances élues de faire preuve de créativité, de génie pour développer davantage de ressources au niveau local pour leur permettre de financer les activités. Mais pour le moment, le gouvernement central qui a transféré les compétences a assuré le transfert des ressources. Nous pensons que sur cette base, le travail de collectivités locales pourrait être mieux évolué. Monsieur le Premier ministre, vous devez revenir sur un décret. Non, nous parlons donc du transfert de compétences. D'accord. Et des ressources. Je prendrai le cas encore de l'enseignement primaire, secondaire, de l'alphabétisation et de la santé, où le gouvernement a pris le décret 2022-1875 sur la modalité de transfert et d'allocation des ressources aux collectivités locales, qui explique bien les ressources qui concernent le fonctionnement des établissements scolaires et sanitaires doivent être débloqués par avance au niveau des établissements concernés et ne plus passer par les mécanismes d'hier des centres de sous-ordonnancement pour que les chefs d'établissement disposent de leurs ressources dès le début de l'année. Et ça, c'est un décret qui a été pris en décembre 2022 et qui va donc être exécutoire dès 2023 pour le budget plutôt de 2024. Donc, s'agissant par exemple de ces matières transférées, il y a des dispositions qui sont prises dès maintenant pour rendre le transfert des ressources rationnelles. Une nouveauté à saluer en tout cas. Ah oui, là aussi c'est une grande révolution. Les élus locaux réclament la revalorisation de leur émolument, on va l'appeler comme ça. Est-ce que ce sujet La vous question touche? est à l'étude au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Qu'en est-il, Monsieur le Premier ministre,
du processus de mise en place de la fonction publique territoriale? Tout est mis en place. Les textes sont élaborés. Il y a déjà, quand vous voyez les textes d'intégration à la fonction publique, surtout dans le domaine de l'enseignement, depuis le texte d'intégration, on dit déjà dans quelle localité vous allez travailler. Donc, et même au niveau de la santé, nous l'avons remarqué. Au niveau de la santé, effectivement. L'enseignement, la santé. On vous dit déjà que vous êtes intégré à la fonction publique et être affecté dans tel département. Ce qui ne se faisait pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, vous êtes à la disposition d'un ministère et c'est votre administration qui vous affecte. Mais de plus en plus, nous précisons déjà dans le texte d'intégration l'établissement dans lequel vous devez évoluer. Et prenons toujours le cas de l'enseignement. Le statut particulier des enseignants fait obligation à un enseignant qui a été affecté dans un département d'y rester. Et s'il sort de ce département, il perd son poste budgétaire. Donc, vous avez les bases, les prémices d'une fonction publique territoriale qui est en train de se constituer. Voilà. Avant d'aller envisager de recruter d'autres fonctionnaires au titre de la collectivité locale, il faut que la collectivité locale prenne déjà en main le personnel de l'État central qui a été mis à sa disposition, de façon à ce que la ressource qui permettra de payer ces agents de l'État central mis à la disposition des collectivités locales lui soit transférée. C'était la 11e bataille. Nous allons passer à la toute dernière, la 12e. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une bonne gouvernance. La bonne gouvernance en question, le problème tant attendu, le point fatidique. Lors de votre présentation du programme d'action gouvernementale, parmi les propos ayant marqué nos esprits, il y a, je cite, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est déterminé à prendre toutes ses responsabilités pour que notre pays ne soit pas mis au banc des États modernes. C'est vraiment une ambition, un engagement fort. Le chantier est grand, beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions, beaucoup d'engagement de votre part. Aujourd'hui, sur quoi vous vous appuyez pour accomplir, sinon réaliser cet objectif? Déjà, comme je le dis toujours, sur les textes que nous avons adoptés nous-mêmes, à commencer par la Constitution, qui nous rappelle notre obligation de déclaration du patrimoine, qui nous impose un certain nombre d'attitudes à observer devant la chose publique. Nous avons toutes les institutions de contrôle, à commencer par la Cour de comptes et de discipline budgétaire, dont la loi en voie d'adoption a été renforcée pour permettre à cette institution de jouer correctement son rôle. Vous avez la Commission pour la transparence de la gestion des finances publiques. Vous avez un certain nombre de décrets. Je rappelais le renforcement de la loi sur la corruption et le décret sur la prévention des conflits d'intérêts. Nous avons pris un autre dispositif, un décret il n'y a pas longtemps, en décembre 2022, pour redéfinir les conditions de fonctionnement et d'organisation de la cellule de passation de marché. Vous avez un décret qui venait d'être pris également en 2022 qui définit la liste des contrôles et des inspections pour éviter ces contrôles abusifs des agents de l'État sur
les opérateurs privés. Donc, nous avons un dispositif textuel, à mon avis, important, au plan législatif comme au plan réglementaire, un dispositif normatif qui peut déjà servir d'élément dissuasif et bien entendu d'élément répressif face à tous ces actes qui peuvent enfreindre la bonne gouvernance dans notre pays. Nous nous posons la question, Monsieur le Premier ministre, sur quoi repose la crédibilité, sinon l'efficacité du ministère du Contrôle d'État, lorsqu'on sait que c'est vrai qu'il va contrôler l'administration publique, mais derrière l'administration publique, il y a des responsables, des cadres, des hauts cadres comme celui qui est en charge de ce ministère. Comment un ministre pourra contrôler un autre ministre sans être influencé? Le problème, ce n'est pas ce qu'il puisse contrôler. Nous avons beaucoup d'organes de contrôle. Le problème pour lui, c'est de veiller à ce que le service public soit de qualité. Le ministère peut se charger de l'élaboration des politiques de contrôle, de l'élaboration de la stratégie de contrôle, de l'élaboration de la stratégie d'amélioration du service public. Ce n'est pas le travail qui manque pour un ministère en charge du contrôle d'État et de la lutte contre les antivaleurs. Il faut identifier, par exemple, lorsqu'il porte au Conseil des ministres le décret sur les modalités de contrôle pour identifier la liste des contrôles qui sont réguliers. On écrit aux entreprises pour dire, voici la liste des contrôles qui sont reconnus par les textes. Si un opérateur économique, un chef d'entreprise a cette liste, il y a donc déjà une prévention contre des contrôles abusifs. Un fonctionnaire véreux viendrait lui dire nous sommes venus faire tel contrôle. L'opérateur est protégé. Il dit mais le contrôle que vous voulez faire n'est pas listé dans le décret. Voilà. L'opérateur est sauvé à partir de ce moment. Et quand ce contrôle est régulier, il n'y a pas de problème. Mais le même décret dit quelle est l'autorité qui est compétente pour exercer ce contrôle. Donc n'importe quel fonctionnaire ne peut plus se lever et au nom du contrôle d'État, au nom du contrôle des finances ou de n'importe quelle administration, pour aller harceler les opérateurs privés au motif qu'ils seraient venus pour accomplir tel contrôle. Donc, toutes ces choses sont encadrées et le ministère en charge du contrôle d'État est chargé de veiller à l'application de toutes les mesures que nous prenons. Maintenant, sur quelle base se feront ces contrôles lorsqu'on sait que, de manière générale, dans nos administrations publiques, il n'y a pas un travail de suivi rigoureux envers les acteurs même qui y travaillent? Dans le programme d'action du gouvernement, lorsque nous avons fait de la gouvernance la mère des batailles, c'est pour que nous puissions désormais, tous autant que nous sommes, à quelque niveau de responsabilité, nous convaincre de ce que nous devons faire preuve de rigueur et de rectitude dans l'accomplissement de nos missions. Le monde entier est aujourd'hui en quête de transparence. Nous ne nous leurrons pas. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est la soif de la transparence. On en abuse un peu, mais c'est parce qu'on veut voir une certaine exemplarité de la part de chacun de nous. Et nous avons placé la transparence au cœur de la gouvernance. On a dit la gouvernance doit être transparente. On a parlé de la déclaration du patrimoine, c'est un besoin de transparence. On a engagé un certain nombre de réformes pour que tout se passe dans la transparence. La gestion financière doit être rigoureuse dans la transparence. On a réaffirmé l'existence, le compte unique du Trésor. C'est pour des besoins de transparence. Toutes les recettes de l'État doivent désormais être orientées vers un compte unique du Trésor, qui soit la Banque centrale. Ce sont des besoins de transparence et de rigueur. Voilà. Et c'est ce travail que nous avons fait depuis un moment pour que nous puissions garantir, et à nos partenaires, et à nous-mêmes, une gestion rigoureuse et transparente, garantir la bonne gouvernance, pour éviter de décourager
les investisseurs, pour éviter de décourager les partenaires. Je disais ce devoir de transparence. Veiller à l'orthodoxie financière. Nous réduisons les paiements par anticipation pour que les deniers publics soient débloqués sur la base d'une procédure rigoureuse qui garantisse une certaine traçabilité et éviter des paiements hasardeux. Nous avons veillé à ce que nous puissions nous imposer un devoir de redevabilité, que nous puissions rendre compte au peuple de tous les actes que nous posons, que nous puissions nous imposer un contrôle régulier à nous-mêmes. Nous organisons des séminaires gouvernementaux. C'est au nom de cela. Voilà. L'évaluation, j'avais dit, l'évaluation doit nous accompagner tout au long de notre mission pour que nous soyons évalués en permanence, que nous-mêmes nous puissions nous auto-évaluer, comme je suis en train de le faire. Et nous le faisons en séminaire. Nous avons, en dehors de tout ce que nous faisons avec la société civile, prenant le cas de l'ITIE, mais nous avons, dans le cadre du PRISP, mis les ressources à la disposition des organisations de la société civile pour faire le tour des départements et évaluer l'action publique. Les marchés que nous avons signés et conclus avec les opérateurs, est-ce que ces marchés ont été exécutés? Ils vous reviennent avec des rapports comme ça. Ils ont fait le tour de tous les marchés publics qui ont été signés, y compris ceux qui ont été signés au ministère de l'Enseignement pendant que le Premier ministre était ministre de l'Enseignement. Vous voyez? Vous dire, il y a ça. Vous avez là les dossiers. Ça, on a pris l'éducation et la santé. Ils se sont arrêtés à 2020. Tout de suite, on les a remis sur le terrain pour évaluer maintenant les travaux entre 2020 et 2022. Alors, quand on fait ça, on donne des gages de bonne gouvernance. On s'auto-évalue. Nous avons mis en place une task force avec le président. Vous avez ici le rapport d'évaluation du représentant personnel du président de la République chargé du suivi et de l'évaluation des plans et programmes. Pour tous les engagements que nous avons pris en 2022 pour le budget 2022, comment cela a été exécuté? Comment c'est marché? On prend simplement le budget de l'État. On dit, voilà, on avait débloqué tant dans le budget de l'État. Est-ce que les ministères, on est arrivé à la fin de l'année, est-ce que les ministères ont exécuté ces budgets de l'État pour l'investissement conformément aux inscriptions budgétaires? Il vous les rapporte ici. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces documents sont disponibles, accessibles à tout le monde. Est-ce qu'on a encore besoin d'autres preuves de gouvernance que celles que le gouvernement est en train de promouvoir par lui-même déjà, en s'auto-évaluant en permanence et en se laissant évaluer, y compris par les cadres de la société civile, sans complaisance. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. C'était la 12e bataille. En définitive, Madame, Messieurs les journalistes, que retenir de ces 12 batailles? D'abord, savoir les lire, savoir les interpréter et mieux les comprendre.
Les 12 batailles ne sont qu'un ensemble d'engagements pris par le Premier ministre pour mettre en œuvre le projet de société du président de la République qui a été traduit en plan national de développement. Et ces engagements sont au nombre de 82. Quand vous voyez, nous les avons étudiés, bataille après bataille, et pour chaque bataille, il y a un certain nombre d'engagements. Et pour les 12 batailles, il y avait 82 engagements pris par le Premier ministre. Sur les 82 engagements, nous avons 46 qu'on peut considérer comme acquis. Nous avons 26 qui sont en cours d'acquisition, soit parce que nous avons commencé et on ne les a pas encore conduits à leur terme, c'était prévu pour 5 ans, ne l'oubliez pas, soit que leur acquisition doit être permanente. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter tout de suite. Il faut insister, c'est des actions permanentes. Et c'est pour cette raison que nous les considérons comme des engagements en cours d'acquisition. Et 10 engagements qui ne sont pas encore acquis. C'est-à-dire, nous ne les avons même pas encore commencés. Et soit qu'on est encore en train de réunir les matériaux nécessaires, de réunir quelques conditions pour les démarrer, mais on peut dire qu'il y a 10 engagements qui ne sont pas acquis, 26 qui sont en cours d'acquisition et 46 qui sont totalement acquis. Lorsqu'on a dit cela, on pourra maintenant éviter de verser dans des discours de raccourci en disant sur les 12 batailles, aucune bataille n'est exécutée. Non, il reste simplement à établir l'impact de tout ce que nous faisons sur la société, sur les populations, et c'est le travail à poursuivre. Et c'est donc ici l'occasion de saluer l'action des membres du gouvernement, leur présence sur le terrain, l'appropriation par les membres du gouvernement de ces engagements, de ces batailles. Tout n'est pas rose, j'en conviens. Il y a encore un long parcours à faire pour qu'on arrive effectivement à satisfaire notre population. Mais tout cela nous amène à nous incliner devant effectivement la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait tracé la voie et qui veille chaque jour pour que les choses se fassent telles qu'il les a demandées. Et nous les voyons nous interpeller tous les jours lorsque, effectivement, se mettant bien entendu du côté du peuple, parce que les cris du peuple lui parviennent, les pleurs, les lamentations du peuple lui parviennent, et le Président de la République ne rate aucune occasion pour interpeller le gouvernement lorsqu'il constate une certaine paresse, une certaine léthargie, une certaine négligence dans l'accomplissement des tâches par le gouvernement. Le Président de la République ne manque aucune occasion de taper du poing sur la table et nous comptons sur la compréhension de nos compatriotes pour qu'ils accompagnent nos efforts et qu'ils tolèrent les manquements. Nous parlions effectivement de la situation sociale, nous avons abordé cette question dans l'une des batailles, mais autant nous avons fait l'effort de commencer à résoudre autant soit peu les problèmes des retraités, des agents de l'État, mais autant nous n'avons pas encore résolu la question de la bourse des étudiants. Et nous savons combien elle est importante pour nos familles, pour nos jeunes étudiants, tant ceux qui sont au Congo que ceux qui sont à l'étranger. Voilà, donc en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, aux États-Unis, ils sont nombreux en train d'espérer du gouvernement que des solutions soient vite trouvées pour qu'ils puissent avoir accès à leur bourse. Je voudrais simplement les rassurer que nous y travaillons. Nous y travaillons. Les ministres de l'enseignement supérieur, des finances, du budget travaillent pour que très vite nous puissions trouver des solutions. Je comprends la peine de nos compatriotes, je comprends la peine des étudiants, mais nous avons foi que nous allons y arriver. Je voudrais les rassurer. Je profite aussi pour en appeler à l'apaisement, à la compréhension de ceux-là qui sont au Maroc, qui n'avaient pas accepté de venir avec les autres, qui avaient préféré attendre d'abord que nous trouvions la solution
avec les responsables de leurs établissements respectifs, mais que nous allons travailler, nous continuons à travailler pour que, avec les responsables de leurs établissements, des solutions soient trouvées. Donc, voilà, je le disais, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, mais ne méprisons pas nos maigres commencements et nos maigres succès. Voilà, c'est la fin. Nous avons eu l'honneur d'échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement sur le bilan à mi-parcours de l'action de son gouvernement. Nous espérons, très chers téléspectateurs, que vous avez eu satisfaction aux réponses données par le Premier ministre à travers cet éclairage qui a tenu à nous fixer sur le travail quotidien qu'il abat avec l'ensemble du gouvernement pour réussir cette noble mission au service de la nation, en accord parfait avec le programme et la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous étions ravis d'être en votre compagnie. Merci pour votre fidélité. Merci aux conseillers à la communication, relation avec les médias de la primature, donc le conseiller Gildas Maïla et son équipe pour ce grand travail. Merci en tout cas pour votre attention. À très bientôt sur nos antennes.